Et ensuite, Je, et je je vais faire la vais, petite présentation. Et puis, oui, vas-y. Excuse-moi, Cécile. je fais une petite présentation juste avant que tu commences, Marie. Donc, juste pour souhaiter certainement ce que tu allais faire aussi, bienvenue à ce webinaire Réussir son retour en France avec des clés RH, une stratégie de carrière. Il est animé par Marie Truchassou. Bonjour Marie, fondatrice de With My Expat Compass et en collaboration avec Expat Pro. Donc, le retour en France, c'est certainement la partie la plus difficile de l'expatriation, enfin, à mon sens en tout cas, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Donc Marie, aujourd'hui, avec son expertise RH en mobilité internationale, va nous guider pour comprendre les défis du retour d'expatriation, en tout cas le retour en France, identifier les leviers RH à négocier, tous ceux auxquels on ne pense pas, le salaire, avantages, prime d'expatriation, etc. Anticiper sa carrière post-expatriation et transformer cette expérience internationale en atout stratégique. Et Marie va également nous permettre de découvrir les erreurs fréquentes à ne pas commettre et nous donner des conseils pratiques pour rebondir. Voilà, on attend tout ça avec Merci, impatience. Marie, je te laisse la merci, parole. Cécile. Oui, c'est vrai que ça fait un sujet. On en parlait. Ça fait un an que je suis avec vous, avec Expat Pro. Et c'est vrai que dès le départ, lors de nos premières interactions, on avait parlé du sujet du retour. Et notamment le fait que même s'il est abordé par certains de vos experts, l'aspect RH n'avait pas forcément été abordé jusqu'à présent. Et c'était une de nos volontés d'organiser ce type de webinaire pour vous aider à avoir la partie RH et carrière. Donc vraiment l'objectif, enfin, pour une dynamique de retour en France, c'est vraiment d'anticiper, mais aussi d'optimiser votre condition de retour, dans le sens où bien souvent le retour, c'est soit quelque chose qu'on subit un petit peu, parce que des fois on n'a pas forcément le choix pour des raisons de fin d'emploi, de visa, ou des fois des raisons différentes, on va dire, de la vie. Mais il y a également aussi des fois un soulagement ou un souhait vraiment de rentrer en France. Toujours est-il que c'est pas forcément simple parce qu'on a été expat, on a quitté la France pendant un certain moment et le retour et la réintégration n'est pas forcément si simple que ça sur tous les aspects, mais aussi en particulier sur l'aspect RH et c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce webinaire sur le sujet avec Expat Pro. Donc, je vais vous parler un peu rapidement quand même de moi. Je suis Marie Truchassou, j'ai fondé With My Expat Compass l'année dernière, avec pour objectif vraiment d'accompagner les expatriés sur des questions de carrière expat et aussi de négociation RH. Parce que de mon côté, ça fait 15 ans que j'exerce comme responsable mobilité internationale, au départ comme salarié. Et depuis 2021, j'exerce comme freelance, soit comme DRH à temps partagé, où je remplace des personnes qui sont en congé maternité, congé maladie, comme Head of Global Mobility, donc le responsable mobilité internationale, soit je fais aussi beaucoup de conseils one-shot pour des sociétés, on va dire, qui ont peu de volume d'expatriés, mais qui en gèrent quand même et qui ont besoin de soutien d'un expert. Et donc, j'ai été moi-même, vous pouvez le voir sur la photo, expat pendant 5 ans, 5 ans en Inde. Et l'Inde est aujourd'hui toujours un pays très cher à mon cœur. J'ai 40% de mon chiffre d'affaires et de mon exposition qui est toujours liée à l'Inde. Je pense que des fois, on ne rentre pas forcément de manière absolue de certaines expatriations, c'est mon cas. Et donc, je reste aussi toujours énormément impliquée dans le milieu, on va dire, expatrié. Donc, pour revenir à aujourd'hui, l'objectif dans le cadre de nos différents échanges, donc d'abord, je vais faire une présentation. Après, j'aimerais bien avoir un côté un peu plus interactif avec vos questions. C'est pour ça que je n'ai pas fait non plus une présentation trop longue. Mais donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner les clés pour comprendre tous les défis que vous allez gérer au moment du retour en France. Identifier en amont les leviers RH qui vous permettront en fait de négocier plus en votre faveur, bien sûr. Anticiper l'impact sur votre carrière en mode post-expatriation. Comment transformer l'expatriation et la rendre positive. Et enfin, assumer le fait qu'on revient aux sources, mais on revient aussi différent et on ne sera jamais la même personne qu'avant le départ. Mais il faut aussi l'assumer et complètement, on va dire, être aligné par rapport à ça. Un point à garder en tête, quelle que soit votre situation, c'est-à-dire que
vous soyez en expatriation en ayant été transféré par un employeur français, vous soyez en expatriation par vous-même et vous souhaitez réintégrer le marché, on va dire, de l'emploi français en solo. Dans tous les cas, la réintégration RH n'est jamais, entre guillemets, automatique. Et il y a un certain biais de la part des RH qui pensent que parce que vous êtes français, les choses vont être simples et on va dire tout devrait rouler. Ce n'est pas vraiment le cas, on va dire, un retour post-expatriation. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, au final, n'oubliez pas, donc il y a cette présentation, mais aussi je publie chaque jour sur LinkedIn des articles qui sont plutôt destinés aux RH eux-mêmes, puisque c'est une partie de mon activité, mais vous pouvez trouver des types assez intéressants. Et également sur Instagram, qui là reste plus mon, on va dire, mon monde purement expatrié, où en fait j'anime la boussole à questions une fois par mois, où vous pouvez poser votre question. Et si elle est tirée au sort, je réponds en facecam à la question. Donc, dans le cadre d'un retour en France, vraiment, la négo principale, ça sera votre salaire de base. Et dans ce cadre-là, il va falloir valoriser votre parcours à l'international. Quand on dit valoriser, c'est-à-dire faire reconnaître le fait que cette expérience à l'international a une certaine valeur et une valeur, on va dire, financière. Le deuxième point, ça va être de vous repositionner sur le marché français. Typiquement, ce n'est pas parce que vous êtes ingénieur développeur aux US qu'au retour en France, on va forcément cibler le job de ingénieur développeur. Il va falloir réfléchir, être un peu plus stratégique, définir quelles sont vos compétences clés et voir par rapport au marché français qu'est-ce qui peut faire sens pour cibler vos recherches et votre stratégie de recherche d'emploi. Donc typiquement, ne cherchez pas de manière absolue à dupliquer, on va dire, votre poste que vous avez au jour d'aujourd'hui dans le cadre de votre retour en France. Déjà, peut-être qu'il n'existe pas. Et deuxièmement, on sait bien, hein, les recruteurs français peuvent être assez complexes, on va dire, dans le sens ils requièrent que tout matche de manière absolue, mais il y a aussi la problématique que est-ce que votre expertise, est-ce que le job que vous avez à l'heure actuelle, c'est un job sur lequel vous avez, on va dire, des possibilités de recherche d'emploi significatives. Est-ce que ça ne fait pas plus sens d'utiliser certaines de vos compétences, de les mettre en avant pour cibler d'autres types de postes? Donc, il y a toujours une question, un questionnement, une étude par rapport à ça que vous devez faire et ne pas forcément choisir, entre guillemets, la voie royale de se dire je suis effectivement ingénieur développeur au jour d'aujourd'hui, je vais cibler que les postes d'ingénieur développeur en France. Ce n'est pas forcément ça qui vous mettra dans la meilleure situation de réussite. Dans certaines situations, il faudra aussi que vous anticipiez le risque de perte de statut ou de salaire, dans le sens où, effectivement, hein, si on fait une conversion d'un salaire US en salaire, on va dire, en euros en France, les montants sont souvent bien plus bas en termes de brut. Par contre, vous n'avez pas la même couverture de sécurité sociale, vous n'avez pas les mêmes avantages. Et globalement, en fait, c'est ça qu'il faut comparer, au-delà de simplement le salaire de base stricto sensu. L'objectif, bien sûr, dans le cadre de votre tour, c'est d'essayer de construire une trajectoire cohérente et durable. Pourquoi je dis ça? C'est parce que aussi, à un moment donné, quand vous serez en entretien, que ce soit auprès de recruteurs ou même auprès de futures entreprises, il faut que les recruteurs et les organisations et votre futur manager, ils sentent que c'est maîtrisé, c'est cohérent, c'est dans le long terme et qu'au final, si à un moment donné, le fit se fait, vous êtes une ressource qui va rester droit dans ses bottes et sur lesquelles on peut capitaliser dans l'avenir. S'il y a le moindre doute par rapport à ça, surtout du fait que vous rentrez, on va dire, de l'étranger et des fois, ils peuvent se dire ben, peut-être que dans deux ou 3 ans, la personne voudra à nouveau repartir et donc je vais perdre la ressource, etc. Donc, ils peuvent avoir certaines peurs qui sont liées à votre statut d'expatrié qui n'auront pas avec un salarié, on va dire, un candidat français classique. Donc, il faut que vous réfléchissiez à votre trajectoire. Et moi, j'aime beaucoup parler, on parle beaucoup de storyline. Je pense que c'est important d'avoir effectivement une bonne idée dans votre tête de ce que vous souhaitez et que vous soyez en mesure de l'expliquer de manière sereine et complètement ajustée. Enfin, le dernier point qu'on n'aborde pas forcément,
de manière classique pour le sujet RH, mais qui en est un, c'est reprendre le contrôle sur votre retraite et agir dès maintenant. Notamment, pourra se poser la question pour certains d'entre vous, est-ce que c'est le moment opportun de faire un rachat de trimestre afin de pouvoir essayer de capitaliser pour avoir une retraite à taux plein. Le sujet de la retraite est quand même un sujet qui mériterait en soi un webinar. Je fais un clin d'œil à Cécile et Catherine parce que ça sera peut-être l'objet d'un prochain webinar. Mais la retraite est un énorme sujet, vous en doutez bien, par rapport à sa pérennité, par rapport à comment le système va durer dans le temps. La dynamique au global, si on regarde, c'est plus le temps passe, plus il faut de trimestres. Donc au final, pour vous, la vraie question, ça va être quel est mon intérêt? Essayer au maximum d'obtenir le plus de trimestres possible pour garantir d'avoir une retraite à taux plein ou par défaut, est-ce que je pars d'une situation déjà un petit peu dégradée, on va dire, et à ce moment-là, ce que j'aurais pu, on va dire, financer en termes de rachat de trimestre, peut-être que j'ai intérêt à le financer autrement pour préparer ma retraite autrement. En tout cas, dans certaines situations, notamment pour ceux qui seront éligibles au régime des impatriés, vous avez aussi des dispositions assez favorables par rapport au rachat de trimestre. Donc, vous avez une fenêtre, on va dire, Non, suite j'ai à mon votre... truc là. Allô? Vous avez une fenêtre au cours de laquelle c'est intéressant, fiscalement parlant, de faire votre rachat de trimestre. Les erreurs fréquentes à éviter. Donc pour moi, la première, et c'est pour ça que je l'ai mise en premier, c'est vraiment lancer sa recherche d'emploi trop tard. C'est vrai que le marché, on va dire, requiert d'être très proactif par rapport à votre projet de retour. On pourrait penser que des fois, le fait d'être encore, on va dire, dans son pays d'expatriation, d'avoir encore, entre guillemets, une adresse étrangère, peut être un élément péjoratif. Au final, moi, ce que je vois dans la réalité de mes accompagnements et puis même dans ma réalité de RH au quotidien, c'est que, on va dire que le fait que vous soyez un peu en temps de retard par rapport à votre recherche peut vous freiner par rapport à d'autres candidatures. Il ne faut pas oublier que selon les industries où vous allez postuler, certaines industries, on va dire, ont un temps pour gérer les démarches de recrutement très très long et d'autres un temps très très court. Toujours est-il, quand il y a vraiment le fit, les entreprises sont prêtes à vous attendre. Et moi, de mon côté, j'ai quand même eu 2 accompagnements très, très vertueux où les personnes ont anticipé leur retour 1 an avant. Et le fait d'avoir 1 an, ça leur a permis de vraiment réfléchir à leur profil, être très opportuniste aussi par rapport à des certifications, des petites actions qu'elles ont pu prendre pour, on va dire, mettre en valeur leur profil. Et au final, leur retour et leur réintégration en France, en termes de carrière, a été extrêmement positive. Si vous tardez trop à lancer cette dynamique, je ne dis pas que vous n'aurez pas d'opportunité d'emploi, c'est juste que je pense que cette valorisation sera certainement moins importante, d'autant plus que vous serez certainement un peu dans le rush et aussi dans le stress. Autre erreur fréquente, continuez à utiliser votre CV version de votre pays d'expatriation ou un CV, on va dire, version internationale. Il ne faut pas oublier, les Français, pour certaines choses, on tient beaucoup à nos formats, à nos manières de faire. Et le CV, on va dire, à la française en fait partie. Et aussi, ce que j'ai remarqué dans le cadre de mes accompagnements, c'est que vous devez d'un seul coup revenir sur un CV francophone. Vous avez parfois la difficulté à parler de vous, à parler de vos compétences, à vous mettre en avant dans la langue française, alors que pendant plusieurs années, vous avez pu faire le même exercice dans la langue de votre pays d'expatriation. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger. Autre erreur, croire de facto que l'expérience à l'étranger parle d'elle-même. En soi, certains recruteurs, on va dire, auront tendance à voir de suite la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. D'autres recruteurs seront plus difficiles à convaincre, on va dire. Et il va falloir que, au-delà de juste dire j'ai été expatrié pendant 10 ans au Brésil, il va falloir aider le recruteur à comprendre ce que cela signifie derrière,
en termes de compétences de travail, mais aussi de ce qu'on appelle les soft skills et ce que cela a pu vous apporter. Si vous ne faites pas ce travail, on va dire, de branding, d'explication, de storyline et aussi de définition de mots-clés par rapport à cette expérience, on va dire que vous ne mettez pas en valeur cette expérience dans la mesure de ce qu'elle devait être pour qu'elle puisse être interprétée comme telle par le recruteur. Autre erreur, sous-estimer le choc du retour. Bien souvent, on dit ben, je rentre à la maison, ça va être cool. On rentre à la maison, mais comme je disais un peu en introduction, on n'est plus vraiment la même personne. Et c'est pas la même chose de rentrer de manière définitive que de rentrer une fois par an ou une à deux fois par an pour les congés et reconnecter avec sa famille. Moi, personnellement, suite à mon retour en Inde, je suis revenue en Limousin. Et c'est vrai que j'ai eu une vraie difficulté au retour dans le sens où j'ai eu forcément un gap de vie significatif par rapport à mon quotidien, on va dire, indien et mon quotidien limousin. Et c'est vrai aussi que j'avais peu de personnes qui étaient vraiment dans l'empathie et la compréhension par rapport à cette expérience. Et des fois, j'ai eu aussi des questions qui m'ont beaucoup touchée parce qu'elles étaient, on va dire, mal polies par rapport à mon expérience indienne. Donc, ne sous-estimez pas le choc du retour, ne sous-estimez pas non plus le fait que votre entourage vous connaît surtout avant votre départ et que vous avez vu un petit peu dans le cadre de vos allers-retours, mais il n'a pas encore vu la vraie personne que vous êtes suite à votre expatriation. Et ça, c'est valable au milieu perso comme au milieu pro. Enfin, la dernière erreur, mais qui pour moi est la plus critique en termes de création d'opportunités, c'est de ne pas utiliser votre réseau. Le réseau, déjà, vous avez votre réseau expatrié qui est quand même extrêmement important et significatif et qui est en soi, en lui-même, vecteur d'opportunités. Mais il faut aussi effectivement reconnecter avec vos contacts de vos expériences professionnelles précédentes. Des fois même des amis d'enfance peuvent être vecteurs d'opportunités. Juste envoyer un petit message, dire je suis de retour en France, je recherche un job plutôt dans ces domaines, si tu entends parler de quelque chose ou si tu as le temps d'en discuter pour un café. Le réseau est ainsi un vecteur très significatif et bien plus que de postuler sur des offres d'emploi qui au final sont là juste pour le fun, entre guillemets, parce que certaines entreprises sont en hiring freeze, ne recrutent pas, mais laissent les offres ouvertes, on va dire, pour leur image. Donc surtout, utilisez votre réseau, ce sont des ambassadeurs pour vous dans le cadre de votre retour. Donc, pourquoi négocier? Donc, le retour, c'est vraiment le moment clé pour fixer votre rémunération et repartir sur de bonnes bases. Donc, dans les faits, une fois que vous serez recruté, après, les augmentations vont couvrir parfois à peine l'inflation, sachant que en France, les taux d'augmentation sont très très bas. L'inflation, c'est vrai, sur les dernières années, avait permis, entre guillemets, de donner un petit coup de boost par rapport au taux d'augmentation, mais pour moi, c'était un petit peu artificiel. Votre vraie, on va dire, prochaine opportunité, ça sera une promotion. Vous n'aurez pas forcément une promotion de suite, vous imaginez bien. Donc vraiment, faire le focus sur la négociation de votre salaire de base au moment de votre retour, c'est un point extrêmement important. Aussi, le retour, c'est le moment où votre expérience internationale est encore toute fraîche. C'est un levier puissant, il faut que vous l'utilisiez au maximum maintenant. Dans 2-3 ans, ce levier, j'ai été en expat pendant tant d'années, il sera un peu moins important. Donc, il faut vraiment l'utiliser dès maintenant. Donc, ce que vous négociez aujourd'hui, c'est le socle de votre carrière au retour. Pour le salaire de base, faites la différence entre le salaire du poste et la valeur que vous apportez. Typiquement, j'ai eu le cas récemment d'une personne qui a postulé pour un poste de directeur commercial. Il a pu obtenir, on va dire, une rémunération ajustée et beaucoup plus favorable du fait qu'il avait accompagné à la création d'une entité en Chine puis en Inde. Pour vous donner une idée, cela a permis de faire quasiment 15% d'augmentation de la rémunération par rapport à la rémunération initiale offerte par l'entreprise. Donc, il ne faut pas oublier, effectivement,
c'est toujours important de regarder, on va dire, la valeur de votre poste sur le marché, mais il faut aussi définir quelle est la valeur que vous apportez et voir par rapport à la, on va dire, la typologie de l'entreprise dans laquelle vous postulez, qu'est-ce que cela peut signifier en termes de rémunération additionnelle pour vous. Et bien sûr, il y a toujours le pouvoir de la négociation. Après, ce qui est bien, c'est que dans certains pays, on apprend quand même pas mal de choses sur le pouvoir de la négociation, notamment en Asie. Mais c'est vrai que parfois, on peut se dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de possibilités de marge de manœuvre de négociation. Sur le principe, si vous juste négociez et vous dites je veux 5% de plus, ça va être difficile, on est bien d'accord. Par contre, si vous avez tout un argumentaire autour de la valeur et des points spécifiques que vous apportez à l'organisation sur le long terme, là, vous aurez effectivement beaucoup plus de chances de pouvoir négocier ce type d'augmentation. En termes de comparaison, donc ça, j'ai fait une slide exprès parce que c'est vrai que pour moi, je vois souvent dans les forums, sur Facebook, on compare le salaire brut, comme je vous disais en introduction, on compare le salaire brut américain avec le salaire brut français. Pour moi, c'est comme si on comparait des pommes et des bananes, en fait, en réalité. Donc, dans votre analyse de retour, concrètement, comment vous devez générer votre étude? Vous devez définir d'abord les écarts de coût du logement, les différences de niveau de vie, bien sûr, l'inflation actuelle, l'inflation par rapport à votre pays d'origine, enfin votre pays d'expatriation plutôt, et votre pays de retour, donc ici la France. Typiquement, quand vous venez de Singapour, on est plutôt autour des 6 à 8 d'inflation de manière, on va dire, annuelle. Quand on revient en France, on apprécie de retomber à 1,5 d'inflation. L'autre point hyper important qui, en termes de coût, peut être très significatif, c'est la protection sociale en France, notamment pour tout ce qui est santé, chômage, retraite, mais aussi prévoyance. Donc ça, au-delà du coût, on va dire, des contributions, c'est un coût de protection. Donc moi, je fais toujours une comparaison typiquement entre le régime chômage US et le montant qu'on peut percevoir et le régime chômage français si vous vous retrouvez sans emploi. Vous verrez très vite que la comparaison est clairement en la faveur de la France. Et ce, même si on a une tendance globale à limiter un petit peu, à cause des différentes décisions politiques, on a une tendance à limiter la durée de couverture chômage et le montant d'indemnité chômage, mais au final, on est toujours quand même à un standard plutôt élevé. Donc ici, c'est inutile de vouloir convertir votre salaire brut à l'euro près. Et en plus, je sais que j'ai accompagné une personne récemment qui essayait de négocier justement un salaire français en comparant avec son salaire américain. Vous n'allez pas du tout convaincre les RH en faisant de cette manière-là. Surtout quand eux, de leur côté, doivent vous repositionner dans une grille française et idéalement faire en sorte que votre rémunération soit cohérente par rapport à la grille et que votre recrutement, entre guillemets, ne déstabilise pas la grille de rémunération française. Typiquement, une personne qui a 250 000 dollars aux États-Unis, il ne pourra jamais être, on va dire, à 160 000, 180 000 euros en France. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que vous réfléchissiez et par rapport à ça, normalement, on a des types. Que faire si le différentiel, au final, est toujours malgré tout trop important? Vous pouvez négocier une composante additionnelle de rémunération, éventuellement intégrée au salaire de base, mais qui est en lien direct avec la valeur ajoutée de votre profil international. Moi, j'aime bien orienter les personnes que j'accompagne vers les avantages en nature qui ont un fort impact, typiquement un véhicule de fonction, un logement de fonction, la prise en charge de certains frais récurrents. Essayez d'orienter vers des éléments de rémunération qui ne vont pas impacter le salaire de base et qui ne vont pas, on va dire, mettre les RH en difficulté par rapport à leur grille de rémunération. Mais vous avez toujours la possibilité de négocier des avantages en annexe. Et par rapport à ça, il faut vous renseigner sur quelles sont les pratiques liées, on va dire, à la convention collective, à l'industrie où vous êtes. Des fois, il y a des politiques spécifiques dans les entreprises. Selon les industries, certains avantages se négocient très facilement, d'autres un peu moins. Donc, c'est là où c'est aussi important, au-delà de faire une analyse, on va dire, classique, de vraiment analyser aussi situation par situation selon dans quelle entreprise vous allez postuler.
vos possibilités de négociation ne seront pas les mêmes, on va dire, entre Danone et Legrand. Donc, ce n'est pas les mêmes industries, ce n'est pas les mêmes problématiques, ça ne sera pas la même manière, on va dire, de négocier, de définir quels avantages vous pourrez négocier. On peut aussi définir ce qu'on appelle des primes exceptionnelles, soit des primes projets. Quand, par exemple, j'ai eu l'opportunité, récemment pour une personne, il a eu un projet, on va dire, sur le Qatar. Il avait une expérience déjà en Middle East. On a négocié dans le cadre de son retour en France. Ils ont dit, ah ben, on aurait besoin de quelqu'un d'expert par rapport à ça. On pourrait te mettre en plus sur ce projet, en plus de ton recrutement. Ben, OK. Mais à ce moment-là, c'est une prime additionnelle. Et donc, on a défini une prime additionnelle liée à ce projet de manière spécifique. Certaines entreprises aussi font ce qu'on appelle des welcome bonus. C'est des primes spécifiques, on va dire, qui sont payées que la première année, dans l'objectif de ne pas faire d'inflation sur le salaire de base, mais dans l'objectif d'attirer et de retenir une personne, on va dire, avec un certain potentiel. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres leviers ponctuels de primes exceptionnelles que vous pouvez négocier de manière individuelle. Autre possibilité, quand vraiment vous tombez, on va dire, sur un mauvais timing, typiquement une année où financièrement, pour la France en général, ou même pour l'industrie où vous postulez, la situation financière est un peu complexe, rien n'est perdu. Moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est un certain niveau de rémunération de base, mais ensuite une possibilité de rediscussion à 6 mois ou à 1 an sur la rémunération pour effectivement revoir, on va dire, suite au budget qui a pu peut-être se libérer entre-temps et pour pouvoir en fait reprendre une négociation dans des meilleures conditions, parce que des fois, il faut le dire, votre situation et l'appréciation de ce que vous allez pouvoir demander va être énormément impactée par les conditions environnementales et temporelles du moment où vous postulez. Enfin, dernier gros levier, si votre situation le permet, il faut explorer la possibilité de structurer l'offre via une prime d'impatriation, qui est un dispositif fiscalement très avantageux pour vous, mais également aussi pour l'employeur, puisque ça lui permet de vous rémunérer un peu plus sans avoir de charges de contribution. Bien sûr, on négocie ces frais de changement de domicile. Un vrai déménagement avec des frais réels, ça coûte quand même énormément d'argent. Donc, vous pouvez négocier une prime de réinstallation pour couvrir votre logement temporaire, le déménagement, mais aussi tous les frais annexes et les faux frais qui sont applicables. Il n'y a aucune raison que vous n'obteniez pas ce type de prime, d'autant plus que si elles sont basées sur des frais réels, ces primes ne créent pas de cotisation employeur pour votre futur employeur. Donc, en soi, c'est quand même un coût assez limité pour eux. En pratique, certaines entreprises préfèrent une prime forfaitaire qu'elles vous payent. Et en fait, ensuite, c'est à vous de vous débrouiller pour couvrir tous ces frais. D'autres remboursent au réel et des fois avec des limites de prise en charge, mais c'est à vous de poser le sujet clairement pour clarifier effectivement qu'est-ce qui est possible par rapport à ces éléments et cette prise en charge. Enfin, un petit focus sur la fameuse prime d'impact. J'en fais un véritable focus dédié parce que je vois beaucoup de choses sur les forums, sur les groupes Facebook. Et je voudrais vous aider à dépioter, entre guillemets, ce qui est du rêve ou de la réalité. Donc, la prime d'impact, c'est un dispositif fiscal qui est avantageux et uniquement pour les salariés de retour en France après une mobilité internationale. Donc, elle permet une exonération d'impôt sur une partie de votre rémunération sous certaines conditions. Et la condition principale, c'est d'avoir passé 5 ans en continu hors de France avant le retour. Quand on dit 5 ans, c'est avoir été résident fiscal hors de France pendant 5 ans. Faire attention aux situations où, un peu hybrides, par exemple de personnes qui ont fait des allers-retours constamment mais ont gardé un logement en France. À ce moment-là, en général, il n'y a pas de bascule de la résidence fiscale et à ce moment-là, pas d'éligibilité à la prime d'impatriation.
Mais si vous avez tout laissé et que vous êtes parti en Australie pendant 5 années complètes et que vous revenez en France, vous êtes éligible au régime d'impatriation et c'est vraiment très intéressant pour vous de l'obtenir. Donc, à quoi peut-on prétendre? Jusqu'à 30% de votre rémunération peut être exonérée d'impôts, à condition que ces 30% correspondent à une part excédant la rémunération de référence d'un poste équivalent en France. Typiquement, pour vous donner un exemple, vous rentrez en France et on vous propose un salaire à 60 000 euros suite à négociation. Le salaire de référence pour un poste équivalent en France est normalement de 50 000 euros. Au final, sur le différentiel, les 10 000 euros, vous pourrez être éligible à une prime d'impatriation. Si vous n'avez pas de rémunération, on va dire, supérieure au salaire de référence pour le poste équivalent, vous n'aurez pas de prime d'impatriation à utiliser, stricto sensu. Donc c'est là où c'est aussi important pour vous de négocier votre rémunération, prouver votre valeur, parce que ça aura un double impact. Déjà, ça vous permettra d'obtenir plus de cash brut, mais aussi, si vous êtes éligible à la prime d'impact, de pouvoir ce différentiel le déclarer comme une prime d'impatriation. Et ce n'est pas négligeable. Autre possibilité très intéressante quand on veut garder, on va dire, un scope et une exposition à l'international, c'est que si, dans le cadre de votre poste en France, on vous envoie sur des missions professionnelles exercées à l'étranger dans le cadre de vos nouvelles fonctions, tous les revenus liés, on va dire, à ces missions et à ces jours passés hors du territoire français seront exonérés d'imposition. Donc là, c'est aussi assez intéressant pour les personnes qui veulent garder, on va dire, un caractère encore international et voyageur dans le cadre de leur retour en France avec une position exposée à l'international. Vous aurez également cet avantage significatif pour tous vos jours passés à l'étranger qui se cumulera effectivement avec la prime d'impatriation stricto sensu si vous en avez une. Donc, ce qui est intéressant aussi au jour d'aujourd'hui, on est bien d'accord, il faut faire attention, hein, la prime d'impatriation, c'est un régime extrêmement favorable. C'est un des plus favorables fiscalement parlant pour on va dire, les travailleurs salariés au jour d'aujourd'hui. Vu ce qui se passe au niveau politique, c'est possible qu'on revienne dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, l'éligibilité va jusqu'à 8 ans selon votre situation et le montage revenu. Ça veut dire que jusqu'à 8 ans, vous pouvez avoir cet élément de rémunération de prime d'impact qui peut être exonéré d'imposition. Donc sur 8 ans, vous avez le temps de faire, on va dire, un avantage financier significatif. Donc au final, ce qui est important de retenir, c'est que cette prime peut être intégrée à votre package de retour, soit comme un élément distinct que votre employeur vous donne, soit structurée au sein de votre rémunération globale. Mais le vrai point à garder en tête, c'est que quand on a une prime d'impatriation, il ne faut pas se louper sur, on va dire, quel employeur nous recrute au retour, parce que dès qu'on change d'employeur, on perd le bénéfice de la prime d'impatriation. Donc là, à nouveau, c'est là où je pense que c'est très, très important de bien choisir votre employeur, surtout quand vous êtes éligible et que vous avez quelque chose à gagner par rapport à la prime d'impatriation. Donc, il y a quand même une question de timing par rapport à la prime d'impact, c'est-à-dire qu'il faut anticiper et négocier sa prime d'impact dès les discussions contractuelles. Et idéalement, le contrat doit intégrer cette dimension et doit être signé avant votre départ du pays d'expatriation. Si on le fait a posteriori, que vous êtes déjà rentré, c'est trop tard pour en bénéficier. Ça ne sera pas recevable vis-à-vis des autorités fiscales. Donc ça, c'est un point très important. Au final, on en a fini sur la prime d'impact. Vous avez des clés pour négocier qui sont valables pour un départ en expatriation, mais aussi au retour, qui sont disponibles grâce à un e-book que j'ai rédigé avec les 5 critères RH qui sont assez intéressants pour vous à étudier pour savoir comment les RH pensent pour préparer une offre d'expatriation ou même une offre, on va dire, à l'international. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez scanner le QR code ici et y accéder. Il est gratuit. Et après, j'offre différents services pour vous aider en fonction de votre situation. Donc, bien sûr, il y a les situations de négociation RH pure,
Typiquement, définir votre rémunération, vous aider sur les problématiques de prime d'impatriation. Donc, ça peut se faire par le biais de l'expat audit. Et à ce moment-là, tout se fait à distance. Vous m'envoyez les éléments et je vous fournis un diagnostic détaillé avec un plan d'action. On peut faire de manière beaucoup plus, on va dire, interactive avec un vrai call ensemble, où là, on a une session stratégique ensemble d'1 heure, où on analyse profondément votre situation au retour en France et on élabore un plan d'action RH et fiscal clair et priorisé. Donc, on couvre tous les sujets. Et au-delà juste du diagnostic, je donne aussi des tips, que ce soit pour l'expat audit ou pour l'expat overcall. C'est surtout comment négocier, comment mettre en valeur votre demande et maximiser vos chances d'obtenir une réponse positive par rapport à ça. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais arrêter le partage et je vais vous laisser me poser des questions si vous en avez. Oui, Cécile. J'ai une question concernant la prime d'impatriation. Tu parles beaucoup de changement d'employeur dans le cas où on rentrerait d'expatriation en ayant un nouvel employeur en France, en devant en rechercher un. Mais est-ce que ça fonctionne également quand on garde son employeur Ça fonctionne également, oui. dans les mêmes conditions? Oui, D'accord, mais tous les employeurs ne le font pas. voilà. Tous les employeurs ne le font pas parce que pour eux, c'est souvent c'est un casse-tête administratif. Chaque année, tu dois faire les lettres sur le salaire de référence, etc. Ils ont aussi assez peur de la contractualisation. Tu sais que si à un moment donné, tu dis il y a une prime d'impact et qu'au final, le régime politique change et que cet élément est perdu, ça peut créer un vrai différentiel de rémunération pour le salarié. Mais tu as aussi beaucoup d'entreprises qui réalisent que c'est un élément d'attractivité très significatif. Et en toute franchise, c'est bien plus simple d'appliquer une prime d'impatriation pour une grosse rémunération. Ils le font peut-être un peu moins l'effort pour des petites rémunérations. Merci, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai tout couvert sur le retour ou il y avait un sujet que je n'ai pas abordé et que vous auriez aimé que j'aborde? Ça peut être aussi ça. Profitez-en, hein, je suis là encore jusqu'à 15h30. Bon, faut le temps de digérer, je pense, effectivement, les informations qui étaient assez denses, hein, mais ça sera, c'est possible encore de te poser des questions. Mais N'hésitez oui. pas, il n'y a pas de mauvaises questions, hein. Les questions que vous posez serviront aux autres aussi. Moi, j'ai une question. Oui. Attendez, oui. En fait, Allons-y. moi, je n'ai pas d'activité salariée, je suis une activité bénévole, je suis présidente d'une association. Comment Oui. valoriser cela lors de mon retour en France? Tu es président d'une association à temps plein, à temps À temps partiel, comment plein. ça? À En fait, temps c'est une plein. association où il y a 1050 adhérents, donc c'est vraiment une grosse association. Oui, effectivement. Moi, je pense que déjà, il faut que tu obtiennes des références. Ça aussi, c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas forcément parlé dans la présentation parce que je voulais la garder assez light, mais obtenez des références. Et idéalement, alors c'est vrai que des fois, ça fait toujours peur aux gens quand je dis faites un profil LinkedIn et demandez des références sur LinkedIn, mais en fait, l'avantage des références sur LinkedIn, c'est que les références, elles restent. Et elles restent dans la continuité de votre carrière. Même 8 ans, 10 ans après, il y aura toujours la référence de la personne qui vous a recommandé à un moment donné. Et il ne faut pas hésiter à remonter dans le passé, avant même votre départ en expatriation, pour obtenir des références pour vos expériences précédentes, pour donner une certaine continuité et une valeur à votre profil. Après, ce qui est important dans votre expérience en ONG, c'est que malgré tout, vous gérez des budgets, vous gérez des people. Donc, en fait, il peut y avoir des KPIs assez significatifs qui peuvent donner à votre profil autant de valeur que quelqu'un qui a travaillé dans une PME-PMI. Des fois, certaines personnes dans les ONG ont des budgets bien plus importants à gérer que dans des petites PME-PMI. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de réfléchir à votre scope de responsabilité. Les KPIs, c'est vrai, moi j'aime bien parce qu'en fait, c'est des données, c'est factuel et ça permet souvent aux recruteurs de se dire, bon, elle a l'habitude de gérer ça, donc en fait, moi, ma problématique, c'est ça. Il n'y a pas trop de gap, il y a quelque chose, il y a un potentiel à creuser. Si vous ne donnez pas de KPIs et que vous dites juste, je gère un budget, oui, un budget de 5 000 euros, un budget de 100 000 euros, un budget d'1 million d'euros, ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes responsabilités. Après, en ONG, il y a aussi
les projets par rapport à ce que vous avez pu faire. Vous pouvez faire peut-être un joli portfolio par rapport à tout. Enfin, c'est de la gestion de projet, gestion d'événements. C'est des compétences qui sont quand même significativement intéressante en fonction de ce que vous avez pu faire dans le cadre. Et puis en plus, il y a le volume aussi interculturel, l'exposition du pays, donc il y a certainement plein de points. Il faut juste savoir en fait les cibler, les mettre en valeur. Et après, cibler votre job au retour en fonction de cette étude et cette analyse-là. Je peux me permettre d'intervenir, Marie? Oui, Donc, Valentine, je pense que j'ai une petite idée peut-être voilà, du type d'association. Mais je pense voilà, que vous pouvez, dans ce cas-là aussi, utiliser le passeport bénévole. Voilà, alors vous pouvez le demander, hein, Je l'ai, le passeport bénévole, mais voilà. justement, je trouve que ça fait un peu cheap par rapport à l'envergure. C'est pas suffisant. Enfin, on est bien d'accord que ça ouvre pas toutes les portes, mais c'est pareil, ça peut être un petit plus et ça permet effectivement d'officialiser, si je puis dire, les compétences que vous prétendez avoir et que vous avez. Et donc, je pense que bon, il faut utiliser tous les outils qui existent, hein. Mais effectivement, ça ne sera pas suffisant pour ouvrir toutes les portes. Mais effectivement, une association qui a autant de membres, ça implique obligatoirement de nombreuses qualités. Donc, il faut essayer de trouver la façon de les mettre en valeur et voilà, de les présenter au mieux. oui. Après, je vois que dans le chat, on parle des VAE. Les VAE, dans les situations à l'international, c'est toujours un peu compliqué. Des fois, les dossiers ne sont pas, entre guillemets, éligibles, dans le sens où l'activité est pas réalisée en France, etc. Donc, il faut vérifier par rapport à ça. C'est pas forcément si simple que ça. Et à nouveau, c'est le caractère international qui rend les choses un peu plus complexes. Mais après, en même temps, Valentine, enfin, surtout si vous gérez des équipes, et j'imagine que ce n'était pas forcément que des francophones, c'est des personnes peut-être locales, je ne sais pas dans quelle langue vous exercez, mais de la gestion de people comme ça, hein, dans une dimension interculturelle avec autant de membres, c'est quand même quelque chose, oui, enfin, ça a de la valeur. Après, c'est toujours difficile, euh, des fois, de raccrocher les wagons, parce que des fois, on a pris l'expérience ONG par une opportunité, entre dire, qui s'est présentée dans le cadre de l'expatriation, et on a besoin de faire quelque chose et de se sentir utile, mais ce n'était pas forcément le sens premier de ce qu'on voulait faire. Et c'est vrai que quand on revient en France, on est dans une dynamique où des fois, il faut qu'on rebascule et qu'on reprenne le contrôle. Et c'est vrai que le processus, on va dire, de réflexion par rapport à ça n'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que je fais aussi, j'en ai pas parlé, hein, mais je fais aussi un service qui s'appelle bilan de compétences pour aider les personnes qui sont en réflexion, qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus important sur ce type de démarche. Et donc j'accompagne en particulier au retour en France par rapport à ça. Donc il y en a une d'entre vous là, elle va pas se montrer, mais je l'accompagne au jour d'aujourd'hui en bilan de compétences retour en France, dans une particularité, une situation particulière pour elle, c'est-à-dire que euh, elle a cartonné, on va dire, aux US. Malheureusement, elle est partie, on va dire, là-bas, et c'est le charme des US, c'est qu'on peut tout à fait réussir par soi-même, mais au retour en France, la difficulté, c'est qu'elle n'a pas le diplôme qui correspond de manière stricto sensu au job qu'elle réalise au jour d'aujourd'hui. Et on a travaillé sur tout ça ensemble pour essayer de la mettre dans la meilleure des situations au retour. Et donc, elle a été très proactive, elle a réalisé, elle a entamé 2 ans auparavant. Donc, ça nous a permis de beaucoup travailler sur la réflexion de ce qu'elle voulait faire. Elle réfléchit aussi à entrepreneuriat, salariat, les certifications qui, des fois, peuvent être des processus un peu longs, 6 à 8 mois pour les obtenir. Donc, ça fait sens d'être extrêmement proactif par rapport à ça. Et ça l'a mis en situation de réussite. Et je croise les doigts pour elle, pour son retour. Marie, combien de temps à l'avance penses-tu qu'il soit souhaitable de préparer, on va dire, son retour professionnel en France? Même si c'est un ordre d'idée, est-ce que c'est un mois, 6 mois, un an, 3 ans? Moi, je pense que si, je dirais idéalement 1 an. Après, s'il y a des problématiques, on va dire, où il faut certainement avoir des certifications, des formations pour, on va dire, combler un gap à un moment donné avant de remonter, de revenir sur le marché français, je dirais plutôt 1 an et demi.
Parce que même le choix, on va dire, de la formation n'est pas anodin. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir le temps de réfléchir et que tout ça soit stratégique et ensuite avoir le temps de dérouler la formation et de pouvoir obtenir les certifications, etc., qui pourront être reconnues en France. Donc après, de manière minimale, je dirais, même les RH, nous, c'est ce qu'on fait. Un retour, on ne gère pas à moins de 6 mois. On cherche toujours une opportunité en retour pour notre expat à moins de 6 mois. Il y a des autres entreprises qui le font moins, mais c'est que genre, en général, ils sont sous-staffés en termes RH ou en difficulté organisationnelle. Et ça arrive, malheureusement. D'accord. Et quand on a un trou de 8 ans sur un CV, comment on fait quand on revient à Paris? Un trou absolu ou un trou, tu as été maman, tu as fait différentes choses? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, avant de partir, j'étais juriste. Après, on Mhm. a fait 4 ans à New York et je suis devenue doula. Et après, à Varsovie, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois, j'étais bénévole dans Varsovie Accueil, dans New York Accueil. Et après, j'ai aussi, ici, j'ai créé un podcast d'histoire pour enfants. J'ai essayé de me former en compétences de com en étant dans l'équipe com de Varsovie Accueil. Donc évidemment, j'ai organisé aussi des événements. J'ai créé une antenne de mon réseau de femmes de femmes entrepreneurs de New York. J'ai créé une antenne ici. Oui, bah, elle n'a absolument rien fait, Marion, pendant tout ce temps, hein. Ouais, c'est ça, 8 ans de Oui. trou. J'ai fait 6 mois aussi. J'ai remplacé un prof de français pendant 6 mois alors que je n'étais pas formée. En sixième, cinquième au lycée français. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé aussi des articles, des portraits de femmes, parce que je voulais mettre en valeur les femmes d'expat. Et voilà, et après, je sais plus ce que j'ai fait. Euh, ouais, voilà. Donc, c'est pas énorme. Après, la question, c'est, j'ai l'impression que par ton parcours, tu as peut-être plus le profil entrepreneur, dans le sens où tu es en mesure quand même de t'ajuster et de faire beaucoup de choses très différentes. Est-ce que le salariat, de manière absolue, est quelque chose que tu cibles? Et ben, en fait, j'ai- j'avoue que j'ai pas trop envie de retourner dans un AM, mais en même temps, je crois que j'aurais pas le choix parce que le salaire de mon mari va quand même pas mal baissé à Paris. Et du coup, il va falloir que j'assure. Donc, du coup, je pense qu'il va falloir que le deuxième salaire Après, tu sera... as eu des expériences très variées. Ce qu'il va falloir décider, c'est dans quel domaine tu as peut-être eu le plus d'affection et d'épanouissement et peut-être le cibler de manière. Enfin, parce que là, tu as fait de la communication, tu as fait de la gestion de réseau network, tu as fait doula. C'est quand même des métiers qui sont quand même très, très différents. Donc, moi, je pense que c'est certainement une réflexion très stratégique pour toi dans le sens où il faudrait un bilan de compétences et définir qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui te plaît encore au jour d'aujourd'hui et surtout qu'est-ce qui pourrait faire sens par rapport au marché français pour être des compétences qui pourraient être reconnues et pour être optimiser tes chances de trouver un emploi au retour. Parce que si je reviens dans le droit, je me demandais aussi à quelle sauce j'allais être mangée. C'est-à-dire, est-ce que je reviens un peu comme si j'étais junior ou alors est-ce que je Le droit, tu vas être obligé de repasser des certifications, des équivalences parce que c'est trop daté, entre guillemets. Ça va être très compliqué. Ouais. Ah bon? Ah mince, je savais pas ça. Je peux Moi, pas par exemple, rentrer. dans mon cas, on va dire que vu que je suis juriste RH, j'ai pu faire des certifications de RH annexes qui m'apportent de la plus-value par rapport à mon profil. Mais c'est vrai que, par exemple, si je devais revenir à mon métier de base, qui est plutôt droit social, au jour d'aujourd'hui, je suis complètement à la rue, en droit social français. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'il fonctionne. Surtout, après, à voir si c'est des droits généralistes ou par rapport à un domaine d'expertise particulier. Hein, mais quand tu es déconnecté du droit français pendant aussi longtemps, à moins de repasser un diplôme et une certification qui permet de montrer que tu es à jour, ça va être très, très difficile. Ah, ça, c'est bon à savoir parce que je pensais que. Ouais, ok. Bah, ceci dit, si c'est dans assez longtemps, ça laisse peut-être le temps voilà, de s'y C'est l'été préparer. Voilà, c'est prochain. ça. Après, ça dépend Ouais, dans quelle C'est l'été dynamique prochain. temporelle. Non, mais on Ouais. sait qu'on repart l'été prochain. Donc là, voilà. c'est. Oui, Là, mais c'est le moment. ça laisse une année. Là, c'est le moment. Mm. 9 mois, ça suffit? Ouais, je sais pas.
9 mois, oui, ça peut suffire. Après, il faut entamer assez rapidement la réflexion, effectivement, scanner ton parcours, toutes les différentes compétences que tu as acquises au sein de tes différentes expériences, voir ce qui t'a plu, et ensuite donner un sens et voir effectivement comment on cible pour ta recherche d'emploi en fonction. Après, il ne faut pas trop traîner, hein, parce que de toute façon, s'il y a aussi des certifications à passer, des fois, tu vois, tu as des timings dans l'année pour les passer. Des fois, tu as des certifications en ligne. Là, à ce moment-là, tu as la flexibilité par rapport au temps. Mais là, c'est encore le bon moment, entre guillemets, tu vois, c'est la rentrée. Tu as certaines certifications qui sont encore disponibles en octobre, etc. Donc tu peux voir. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas si tu es une expatriation, entre guillemets, accompagnée, dans le sens où ton mari, ton conjoint, c'est une expatriation où on l'a transféré d'une entreprise française vers la Pologne. Mais si c'est le cas, pour moi, tu devrais demander à ce que ton accompagnement à la recherche d'emploi, et ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, l'accompagnement à la recherche d'emploi au retour soit financé par l'employeur. Ah ben malheureusement, ça serait trop beau. Et nous, on est diplomates, enfin, donc du coup, on a zéro accompagnement. C'est ça que j'aimerais bien aussi changer au sein du ministère, mais bon, c'est une autre affaire. Parce que le problème, c'est que souvent, les employeurs, dans le cadre des expatriations, on va dire un peu classiques, tu sais, où les gens, c'est ton employeur qui t'envoie dans un autre pays, ils accompagnent les femmes d'expat, notamment la première année pour, on va dire, la recherche d'emploi, l'impact carrière. Mais en général, il y a un gros trou dans leur politique, ils n'accompagnent pas au retour, parce qu'ils considèrent que ben, ces retours à la case départ, c'est plutôt simple, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Et souvent, il y a quand même une possibilité de négociation par rapport à ça. Et c'est vrai que ça peut permettre de financer un accompagnement, la prise en charge de certification, etc. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça vous évite en plus de créer une problématique financière qui des fois peut être assez contraignante. Euh, juste si Marion est, donc, s'il est dans la diplomatie, je ne sais pas si vous faites partie de l'AFCA, qui est l'association des conjoints des agents du ministère des étrangères, mais parfois il y a une fois par an des propositions de bourses pour des formations. Oui, Voilà, oui. bon, Oui, je c'est sais, délivré au c'est compte-gouttes, mais on ne sait 400, jamais. c'est 400 euros, c'est pas grand-chose, Oui, 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 je sais bien, hein, que c'est. Mais mais enfin je bon, sais, je fais même partie du bureau de l'AFCA, mais en fait, c'est une association un peu. je sais. J'essaie de. J'aimerais bien que ça soit plus dynamique, mais bon, on va voir. Voilà, donc voilà, ben, vous êtes bien informés alors pour ce type Ouais, ouais, de propositions qui sont modestes, hein, mais bon, ça peut être c'est toujours oui, mieux que rien. c'est déjà ça. Mm. Ok. Bon, on a Anne aussi qui avait une question. Oui, enfin, je rebondis sur la question de Marion et sur les certifications qu'on peut passer. Est-ce que vous auriez des ressources pour voir quelles certifications sont valorisées par les RH? Parce que moi, dans mes recherches, je vois enfin, je suis assez sollicitée pour faire des formations. Comment savoir ce qui est vraiment... Alors, ça, c'est compliqué, c'est complexe, c'est très individualisé, ça dépend de votre profil, de vos compétences. Et pour moi, en fait, ça dépend effectivement aussi de votre domaine. Et donc, après, on peut revoir votre profil et définir ensemble quelle est la meilleure certification. Comme ça, je ne peux pas dire. Il y a des certifications qui sont bonnes pour la finance, pour l'IT, on va dire pour la communication. Et après aussi, il faut aussi être, on va dire, stratège dans la démarche d'identification de certification. Des fois, certaines certifications, on va dire peut-être un peu plus américaines, peuvent être intéressantes pour vous parce que vous avez la capacité, si vous êtes, on va dire, à l'aise en anglais, de l'intégrer et de l'avoir en anglais. Et il y a peut-être plus de valeur qu'une certification française classique, donc autant faire l'effort. Donc c'est vrai que là, pour le coup, je préfère pas donner de réponse générique parce que pour moi, il n'y en a pas et ça serait vous dire des bêtises que de vous dire qu'il y a forcément quelque chose qui est apprécié de manière significative. Après, pour moi, plus un profil est varié et montre de la valeur, plus il a de potentiel. Mais il faut aussi réaliser que des fois, des certifications étrangères peuvent complexifier la recherche parce que les Français ne les connaissent pas forcément. Donc, il faut être aussi assez smart par rapport à ça. Il y a certaines, on va dire, universités à l'étranger qui ont quand même un nom et une résonance et tout de suite, ça apporte quelque chose. Mais ça joue aussi également énormément en fonction du domaine et de la niche. Par exemple, moi, je suis dans une niche. La certification américaine que j'ai obtenue, c'est tellement une niche et c'est tellement bien d'avoir cette certification. Par défaut, si demain je deviens salarié, j'ai 20% de rémunération en plus par rapport à un salarié français avec, on va dire, une expérience sur le temps équivalente. D'accord, merci.
Et puis après, les certifications étrangères aussi, c'est un dernier point que je peux rajouter. C'est pas anodin parce que enfin, apprendre quelque chose dans une autre langue, c'est un vrai challenge que tout le monde ne peut pas faire. Et par exemple, pour la certification que j'ai passée, il fallait avoir 80% de bonnes réponses. Le fait de ne pas être anglophone de naissance, j'avais déjà 5% en moins parce que forcément, la capacité de comprendre la subtilité dans les questions, dans le test est moindre. Donc en fait, j'avais plus que 15% de buffer, entre guillemets, d'erreur. Donc forcément, quand vous arrivez à faire ce challenge-là de passer une certification américaine ou anglaise, des fois ça peut être aussi danois, il y a des choses hollandaises aussi qui sont très bien, mais en version anglaise. C'est ça aussi qui peut être un différenciateur. Moi, j'aime beaucoup parler de différenciateur parce qu'en fait, c'est ça aussi les RH. Il faut qu'ils se rappellent de vous. Ils voient tellement passer de CV en fait. Ça se joue sur le graphisme de votre CV, sur le top part de votre CV, on va dire, ça va faire le truc peut-être ok, cette personne-là, elle a l'air vraiment particulière, j'ai envie de lire la suite du CV. Si on ne fait pas le focus sur cette partie-là du CV, en général, on passe au CV suivant. Puis après, bien sûr, il y a aussi la dynamique. On voit de plus en plus par rapport aux ATS et l'AI aussi qui fait une présélection des CV. Donc, il faut être smart aussi par rapport à ça. Et pour les certifications, ça dépend vraiment de votre expérience, de votre niche et de ce que vous ciblez au retour. Alors, on a le temps pour une dernière question, s'il y en a. En fait, c'était déjà très complet. Je pense que ta présentation était relativement Oui. Et puis surtout, il faut complète. négocier. C'est ça. Négocier. Et Moi, puis chaque cas j'aime. est un peu particulier. C'est aussi l'intérêt de prendre contact avec quelqu'un comme toi, Marie, parce que chaque cas est un peu particulier. C'est pas du tout la même chose si on revient dans l'urgence et si on revient en préparé. Pas du tout la même chose si on revient dans la même entreprise et si au contraire on doit changer d'entreprise. Pas la même chose si on n'a pas eu travaillé ou en tout cas si on a eu un trou comme Marion pendant 8 ans ou bien au contraire si on a continué à avoir une activité professionnelle. Donc c'est vrai que les Oui, confiances sont souvent personnelles, ouais. et puis il n'y a pas que le salariat non plus de manière absolue. Il y a aussi un salariat avec peut-être un poste juste, on va dire, pour avoir de la sérénité financière. Et à côté de ça, on peut se dire, on va lancer une entreprise, une aventure entrepreneuriale. Il peut y avoir aussi l'entrepreneuriat tout court, parce que des fois, en ayant pas mal de temps, on peut vraiment lancer en amont et au final, une fois qu'on sera retourné en France, on sera en mesure de pouvoir le lancer. Il y a plein de possibilités. Et le champ des possibles est énorme. Par contre, pour la négociation, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai une phrase, c'est comme Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, avec les RH, il faut que vous fassiez pareil. On peut toujours demander quelque chose, et d'ailleurs c'est une demande, c'est bien le bon terme par rapport à ça. Donc vous demandez et vous verrez les réponses. Après, bon, il y a aussi des techniques pour demander, on va dire, et pour optimiser la capacité à avoir un oui. Et ça, c'est aussi individuel et c'est les points sur lesquels j'aide beaucoup dans le cadre de mes accompagnements. Demander de la bonne manière pour optimiser ses chances. En tout cas, je crois qu'il y a aussi des retours de chats, parce que j'en vois un là dans. Donc, il ne faudra pas l'oublier non plus. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette session. Et puis, donc, vous aurez le replay, parce que j'imagine bien aussi que c'est vrai que c'était beaucoup d'informations. Donc, le voir en replay devrait être aussi assez sympa pour vous, pour réapprécier un petit peu tout le contenu. Un grand merci, Marie. C'était passionnant et puis très éclairant aussi. Je pense que ça va nous donner pas mal de pistes de réflexion. Alors, j'ai Anna, par contre, qui a fait une petite question. Elle s'adresse plus à l'expatrié qu'au conjoint suiveur. Je ne me suis pas donc sentie vraiment concernée. C'est valable aussi pour les conjoints. Enfin, que ça soit la recherche d'emploi ou négo RH, c'est valable pour les deux, hein. Et il vaut mieux que les deux le fassent d'ailleurs. Merci encore pour vos retours en tout cas.